C'était un dimanche matin calme quand j'ai regardé dans le sac de ma femme et trouvé quelque chose qui ne lui appartenait pas cher. Pas son style. Inexplicable. Quand je lui ai posé la question, elle a souri. Menti sans ciller. Et tout a changé. Les semaines suivantes, j'ai appris plus que je n'étais prêt à entendre, une vie secrète, un nom familier, une trahison plus profonde que je n'aurais pu l'imaginer. Je ne me suis pas disputé avec elle. Je n'ai pas crié. Je suis juste devenu un fantôme dans sa vie. Puis vint une guerre silencieuse. Un procès. La vérité, qui a frappé plus fort que prévu. Mais revenons au début. Je m'appelle Julien. J'ai 38 ans, je travaille dans l'intégration de systèmes pour logiciels industriels. Pas glamour, mais ça paie bien et ça occupe mes mains et mon esprit. Jusqu'à récemment, j'étais marié à Claire. 6 ans de mariage, 8 ans ensemble. Claire, elle attirait les regards. Le genre de femme qui entre dans une pièce et fait oublier leur nom aux gens. Grande, posture parfaite, cheveux châtains qu'elle laissait tomber librement sur ses épaules. Sa voix était douce, et elle avait cette manière d'incliner la tête quand elle vous écoutait, vous donnant l'impression d'être la seule personne au monde. Elle organisait des événements en conférence, soirées d'entreprise, ces galas chics où l'on trinque au champagne en feignant de ne pas s'ennuyer. Elle travaillait à des heures irrégulières. Parfois, elle rentrait juste avant minuit, ôtant ses talons à la porte comme si de rien n'était. Pendant des années, je n'ai rien questionné. Je pensais qu'on se comprenait. Je lui faisais confiance, et je croyais qu'elle me faisait confiance. Puis vint ce dimanche. C'était une de ces matinées lentes et paisibles. Octobre. L'air frais dehors, mais on n'avait pas encore allumé le chauffage. Claire était sous la douche à l'étage, elle avait prévu un brunch avec son amie Sophie, du moins c'est ce qu'elle avait dit. Moi, je comptais regarder le match de rugby de Toulouse et peut-être couper du bois dans le jardin si j'étais motivé. Elle avait laissé son sac sur le plan de travail. Un truc en cuir beige qui semblait coûter plus cher que ma première voiture. Je ne fouillais pas, juré. Je cherchais juste un chewing-gum. J'ai ouvert le sac et fouillé. Lunettes de soleil. Un poudrier. Un reçu froissé d'une épicerie fine. J'ai repéré l'emballage argenté d'un paquet de Hollywood et j'allais l'attraper quand j'ai vu quelque chose au fond. C'était un flacon de parfum. Vert élégant, liquide ambré, écriture dorée. Guerlain l'art et la matière oud nude. Je ne savais pas ce que c'était, mais je savais que ça ne venait pas d'un magasin où j'avais mis les pieds. Je l'ai pris. Le bouchon était mal aligné, comme s'il avait été utilisé. J'ai senti la buse fort, sucrée, un peu épicée. Pas désagréable. Juste différent. Pas l'odeur de Claire. Claire portait un truc bon marché à la fleur d'oranger de chez Yves Rocher. Elle disait ne pas aimer dépenser pour des senteurs. Je lui avais offert un flacon de Dior pour Noël une fois, elle l'a à peine utilisé. Ça lui donnait mal à la tête, disait-elle. Ce flacon? Il coûtait cher. Très cher. Le prix m'a choqué. J'ai failli le lâcher. J'ai entendu l'eau s'arrêter à l'étage. Des pas. J'ai remis le flacon à sa place, pris le chewing-gum, et refermé le sac. J'ai attendu qu'elle s'asseye au comptoir, scrollant son téléphone. Et j'ai dit, l'air détaché. C'est quoi ce nouveau parfum dans ton sac? Elle n'a pas scié. Oh, ça. Je me suis fait plaisir, dit-elle. Acheté avec mes économies. Son ton était trop léger. Comme quelqu'un qui lance une phrase pour voir si ça prend. Vraiment, j'ai dit. Je savais pas que t'économisais pour du parfum. Elle m'a fait un demi-rire et haussé les épaules. Sophie le porte. Ça faisait un moment que je le voulais. J'ai fini par craquer. J'ai hoché la tête. Joli flacon. Et c'était tout. Fin de la discussion. Elle a siroté son café, changé de sujet pour parler du brunch, m'a demandé si je pouvais acheter du bois plus tard. Mais je n'écoutais plus. Parce qu'en soulevant ce flacon, j'avais vu autre chose dessous. Plié en deux, à peine visible un bout de papier. Je ne voulais pas le prendre, mais il s'était collé au flacon quand je l'ai bougé. C'était un reçu. Pas pour le parfum. Pour un déjeuner. Dans un hôtel dont je n'avais jamais entendu parler. À Bordeaux Centre. 2 plats, du vin, un dessert. De jeudi. Jeudi,
C'était censé être sa journée de télétravail. J'ai regardé ce reçu 3 secondes. Mon cœur a sauté un battement. Puis je l'ai remis en place et refermé le sac. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là après son départ pour le brunch. Trop longtemps, sans doute. Le match a commencé, mais je n'ai pas allumé la télé. Je suis resté sur le canapé, le café refroidissant dans mes mains, fixant le mur. Ce flacon de parfum? C'était le début de l'effondrement. Je ne savais pas encore jusqu'où j'allais tomber. Après ce dimanche, rien n'est redevenu normal. Pas vraiment. En surface, bien sûr, Claire agissait comme si tout allait bien, peut-être même mieux que bien. Mais au fond, je sentais une pression silencieuse s'installer dans ma poitrine. Comme être à côté d'un barrage dont on sait qu'il a une fissure. Elle a commencé à agir, bizarrement. Trop gentille. Claire n'était pas froide, mais elle était efficace, pratique, un peu brusque dans sa façon de montrer son affection. Je savais qu'elle tenait à moi, mais pas par des grands gestes. Et là, soudain, je me réveillais avec des petits déjeuners complets en semaine. Croissants. Même des petits pots de confiture. J'ai voulu te faire une surprise, disait-elle, souriant comme une animatrice télé. J'ai ri, remercié, mais au fond, je savais que quelque chose clochait. Claire ne faisait pas de surprise. Elle ne faisait pas de dessert le mardi. C'est là que j'ai décidé de vérifier nos finances. On avait un compte joint et des comptes d'épargne séparés. Rien de compliqué, juste pratique. Claire gérait la plupart des factures, et moi les courses, les réparations, les abonnements, ce genre de choses. On n'avait jamais eu de soucis d'argent. Mais là, j'étais curieux. Elle disait avoir acheté ce parfum avec ses économies. D'accord. Je voulais voir combien elle avait mis de côté. Son compte d'épargne avait 17,84 €. J'ai rafraîchi l'écran. Pensais que j'avais peut-être cliqué sur le mauvais onglet. Non. 17 €. J'ai regardé l'historique et vu qu'il stagnait sous les 20 € depuis des mois. Elle n'y avait rien ajouté depuis juillet. En fait, elle en retirait. La même somme. Chaque semaine. Toujours le jeudi. 100 €, à peu près. Ça n'avait aucun sens. Claire gagnait plus que moi, techniquement. Pas beaucoup, mais assez. On n'était pas à court d'argent, alors pourquoi prenait-elle du cash sur son épargne, surtout en disant avoir utilisé cet argent pour un parfum de luxe quelques jours avant? J'ai vérifié notre compte joint ensuite. Tout semblait normal. Facture payée. Courses. Quelques livraisons de repas. Mais j'ai remarqué une ligne que je n'avais jamais vue, 62,17 € pour un service de livraison de fleurs. Même jeudi que le reçu du déjeuner à l'hôtel. Elle n'avait pas mentionné de fleurs. On n'en avait pas de nouvelles à la maison. J'ai vérifié encore. Il y avait 2 autres paiements au même endroit sur 6 semaines. Toujours des jeudis. Je ne voulais pas l'admettre, mais il devenait difficile de prétendre que tout était normal. Cette semaine-là, j'ai aussi remarqué son comportement avec son téléphone. Avant, Claire le laissait sur la table basse ou le plan de travail pendant qu'on cuisinait. Elle n'était pas du genre à être collée à son écran. Mais maintenant, il était pratiquement greffé à sa main. Elle l'emmenait à la salle de bain. Le gardait dans la poche de son peignoir en se promenant dans la maison. Autre chose, elle avait ajouté un code. Pas juste pour déverrouiller le téléphone. Elle avait verrouillé l'application de notes. Je l'ai découvert en la voyant l'ouvrir pendant qu'on regardait un film. Elle a tapé un code. Je n'ai rien dit, juste noté l'instant dans un coin de ma tête. Avant tout ça, elle utilisait cette appli pour les listes de courses. Parfois une recette ou deux. Peut-être des rappels d'anniversaire. Maintenant, il fallait un mot de passe. Je ne voulais pas être ce mec, celui qui fouine, espionne, construit des théories folles dans sa tête. Je me disais que ça pouvait être innocent. Peut-être qu'elle préparait quelque chose. Un anniversaire surprise, un événement pour notre anniversaire de mariage. Mais on n'avait rien de prévu. Pas d'anniversaire. Pas de fête. Rien. Et puis il y avait le timing. Chaque jeudi, elle était absente. Réunion client, disait-elle, ou télétravail avec l'équipe en ville. Ça semblait toujours plausible. Son boulot n'était pas un 9 à accent grave 5 classique. Mais là,
Je réalisais qu'elle était toujours partie le même jour où elle retirait du cash. Le même jour où ses fleurs étaient livrées. Le même jour où elle commandait un déjeuner pour deux dans un hôtel dont je n'avais jamais entendu parler. Pourtant, je ne l'ai pas confrontée. Pas encore. J'avais besoin de plus qu'un pressentiment. Je voulais de la clarté. Des preuves. Une certitude. Je n'allais pas l'accuser sans savoir. Appelez ça de la fierté, de l'entêtement, ou juste le refus de détruire 6 ans de mariage pour un flacon de parfum. Mais je vais vous dire, j'ai commencé à l'observer de beaucoup plus près. Et plus je regardais, plus je remarquais qu'elle ne me regardait plus. Je savais qu'il me fallait des réponses. Des vrais. Pas des suppositions, pas des intuitions. Alors j'ai contacté un gars que je connaissais de mes années de conseil en tech, Marc Dubois. Ancien flic, maintenant détective privé. Type brillant, discret, pas du genre à poser des questions inutiles. On avait travaillé ensemble sur un audit de fraude il y a des années, quand je faisais du conseil pour une entreprise de logistique. Il avait aidé à démanteler un réseau de vol dans un de leurs entrepôts. Quand je l'ai appelé, il m'a reconnu tout de suite. « Qu'est-ce qui va, Julien ?» a-t-il demandé. « T'as l'air au bout du rouleau. » Je n'ai pas dit grand-chose. Juste que j'avais des doutes sur ma femme. Que quelque chose ne collait pas, et que je voulais quelqu'un qui puisse enquêter sans faire de vagues. Je n'essayais pas de piéger Claire, j'avais juste besoin de la vérité. D'une manière ou d'une autre. Marc n'a pas perdu de temps. « Donne-moi 5 jours, a-t-il dit. Je lui ai donné l'emploi du temps de Claire ou ce qu'elle me disait être son emploi du temps avec le nom de l'hôtel du reçu et quelques transactions étranges que j'avais trouvées. Il m'a demandé une photo récente d'elle et la voiture qu'elle conduisait. C'est tout. Je lui ai viré la compte, et il s'est mis au travail. Je n'en ai parlé à personne. Ni à mon frère, ni à mon pote Luc du boulot. Pas même à ma mère. J'ai continué la semaine comme d'habitude. Claire m'embrassait chaque matin avant de partir. Je préparais mon déjeuner, allais au travail, rentrais. Elle agissait comme si tout était normal, comme si rien au monde n'allait de travers. Et ça rendait les choses presque pires. 5 jours plus tard, j'ai reçu une enveloppe de Marc. À l'intérieur, un rapport imprimé et une clé USB. Je ne l'ai pas ouverte à la maison. Je suis allé dans le cabanon, me suis assis au vieux bureau où je faisais mes déclarations d'impôts, et j'ai allumé l'ordinateur portable que j'utilisais pour les manuels d'outils et les specs de matériel. Le rapport était court. Clair. Direct. Du Marc tout craché. Jeudi, 11h22, Claire est arrivée à l'hôtel de 16, centre de Bordeaux. Garez-vous dans le parking souterrain. 11h36, Antoine Lefebvre est arrivé séparément. Entré dans le hall avec un petit sac en papier. 11h41, les deux sont entrés dans la chambre 418, enregistrée sous la carte professionnelle de Lefebvre. 13h58, Antoine est parti. Claire est sortie 6 minutes plus tard. Marc avait des photos. Des images fixes de marchant côte à côte. Claire dans un trench bleu marine, Antoine en veste grise, lunettes accrochées à son col. Il avait l'air satisfait. À l'aise. Comme quelqu'un qui avait sa place là-dedans. Puis j'ai regardé les clips vidéo sur la clé USB. L'un d'eux, daté de la semaine précédente, venait d'une caméra de sécurité dans le couloir. Antoine a frappé. Claire a ouvert la porte. Elle souriait. Ce qui m'a marqué, ce qui a vraiment fait vriller quelque chose en moi, c'était ce qu'il tenait. Une bouteille de Chivas Regal 18 ans. Ma bouteille. Celle que je gardais depuis mon anniversaire de l'année précédente. Je la stockais dans le frigo du garage parce que Claire disait que ça sentait trop fort. 3 semaines plus tôt, j'avais remarqué qu'elle avait disparu. Je pensais l'avoir déplacée ou peut-être emmenée à un barbecue et oubliée. Non. La voilà. Dans la main d'Antoine. Il l'a légèrement levée vers elle, comme une blague, et elle l'a prise. Ils ont ri tous les deux. Elle s'est écartée pour le laisser entrer. La porte s'est refermée. Je ne me souviens pas avoir cligné des yeux après ça. Je suis resté là, à regarder la vidéo en boucle. Elle durait 20 secondes. Je l'ai regardée 6 fois. Antoine Lefebvre. Ce nom ne m'avait pas traversé l'esprit depuis des années. Il avait été un client à un gros contrat de Claire pour un gala de Noël d'une mutuelle santé il y a quelques années. À l'époque, il était cadre moyen. Fan de boutons de manchette,
parlait trop fort. Claire l'avait qualifié de banal, ce que j'avais trouvé drôle à l'époque parce que je l'avais vu essayer de flirter avec elle à notre mariage. Oui, il était là, en tant qu'accompagnateur de quelqu'un de son équipe. Et maintenant, c'était le mec qu'elle retrouvait dans un hôtel pendant que je mangeais des restes de cassoulet dans un Tupperware à mon bureau. J'ai fermé l'ordinateur et je suis resté dans le cabanon, fixant la fenêtre sombre. Pas encore de colère. Juste un poids gris et lourd derrière mes yeux. Pas de rage. Pas de tristesse. Autre chose. Plus calme. Je n'avais pas juste perdu la confiance. J'avais perdu quelque chose dont je n'avais même pas réalisé que je m'accrochais encore. Je suis resté longtemps dans le cabanon. L'ordinateur était encore ouvert, le curseur clignotant dans le coin comme s'il attendait que je fasse quelque chose. Mais je suis resté assis. Quand je suis rentré dans la maison, il était presque minuit. Claire était couchée. La lumière du couloir était éteinte, et la porte de la chambre était presque fermée. Le seul bruit était le léger bourdonnement du lave-vaisselle terminant son cycle. Tout dans la maison était calme, comme toujours. Et ça rendait les choses pires. Je suis resté dans la cuisine un moment, à réfléchir. Puis j'ai pris un sac de sport dans le placard du couloir et j'ai commencé à faire mes bagages. Je n'ai pas pris grand-chose. Quelques jours de vêtements, mes chaussures de randonnée, un coupe-vent, et ma trousse de toilette. J'ai emballé lentement, en silence. Pris mon temps pour plier chaque vêtement. J'ai laissé mon alliance dans le tiroir. Je ne voulais plus la porter. Je ne voulais même plus la toucher. Claire n'avait aucune idée que je prévoyais de partir. Je crois que c'est ce qui me donnait une sorte de pouvoir étrange à ce moment-là. Pas besoin de crier ou de faire une scène. Juste partir. Avant de quitter, je suis allé à mon établi dans le garage et j'ai sorti une petite boîte en bois du tiroir du bas. Dedans, il y avait le collier en argent avec un pendentif infini que je lui avais offert pendant notre lune de miel. Elle le portait tous les jours pendant des années. Puis, un jour, elle a arrêté. Elle disait que la chaîne était trop fine et lui irritait le cou. J'ai tenu le collier 1 minute, puis j'ai pris une pince coupante et je l'ai coupé en 2. Pas par dépile, plutôt comme une cérémonie. Ce qu'il représentait n'existait plus. J'ai posé les 2 moitiés sur le plan de travail de la cuisine. Pas de mots. Pas d'explication. Juste ça. Puis j'ai pris mes clés et je suis parti. Le trajet a pris un peu moins de 3 heures. Je suis allé vers l'ouest, à travers les collines, en passant par le parc naturel régional des Landes de Gascogne, jusqu'aux petites routes où les arbres deviennent plus grands et le réseau commence à faiblir. Mon pote Étienne avait un petit chalet par là. Rien de luxueux, un poêle à bois, une pompe à eau, et des lampes à gaz. Il me l'avait prêté quelques fois pour la chasse, et j'avais encore la clé de secours. Je ne lui avais même pas dit que j'arrivais. J'ai juste conduit. Je suis arrivé vers 4 heures du matin. Je me suis installé, j'ai posé mon sac, et j'ai allumé un feu. Je n'ai pas dormi. Je me suis assis sur le canapé, enveloppé dans une vieille couverture, regardant les flammes crépiter et se transformer en braise. Mon corps était épuisé, mais ma tête était bien éveillée. Tout en moi semblait lourd et vide à la fois. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. D'abord Claire. Puis encore. Et encore. Une douzaine d'appels manqués, et plus de messages que je ne pouvais en compter. Où es-tu? On peut parler? Julien, s'il te plaît. Je m'inquiète. Tu me fais peur. Je suis désolé. J'ai éteint le téléphone. Cet après-midi-là, un appel est arrivé de sa mère. Puis de sa sœur. Puis d'un collègue que je n'avais pas vu depuis des semaines. C'était comme si j'avais appuyé sur un interrupteur et disparu, et soudain mon absence avait plus de sens que tout ce que j'aurais pu dire en restant. Mais je n'ai répondu à aucun. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas justifié. Il y a une sorte de pouvoir à disparaître. Pas pour blesser quelqu'un. Pas pour prouver quelque chose. Mais pour protéger sa propre paix. Quand quelqu'un vous ment jour après jour avec un visage impassible, parfois la meilleure chose à faire est de ne rien dire. Juste les laisser se demander ce que vous savez et depuis combien de temps vous le savez. Je suis resté là-haut 4 jours. J'ai coupé du bois. Marché sur la crête. Je n'ai pas vérifié mes emails. Pas scrollé sur les réseaux. J'ai juste laissé le poids commencer à s'alléger. Lentement.
J'avais apporté un carnet, surtout parce que je savais que j'aurais besoin d'organiser mes pensées. Je l'ai rempli de bout en bout. Je n'écrivais pas à Claire. J'écrivais pour moi. Sur ce que j'avais manqué. Ce que j'avais ignoré. Depuis combien de temps je mettais ma propre paix en second juste pour garder quelque chose d'intact en apparence. La veille de mon départ du chalet, je suis descendu au lac. Le ciel était clair. Ce genre de bleu-noir qu'on ne voit qu'en montagne. On voyait chaque étoile, comme clouée dans le ciel. Je suis resté là dans le froid, les mains dans les poches de ma veste, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la rage. Pas de vengeance. Juste de la détermination. Je n'allais pas retourner à la même vie. Pas à la même version, en tout cas. En descendant des montagnes, je ne suis pas rentré directement. Je me suis arrêté chez mon frère quelques jours, lui disant que j'avais besoin de temps pour régler des choses. Je ne lui ai pas tout raconté, juste assez pour expliquer les sacs dans mon pick-up et le fait que je n'étais pas prêt à parler de Claire. Il n'a pas insisté. Il a juste hoché la tête et dit que je pouvais rester autant que nécessaire. C'est le genre de mec qu'est mon frère. Il parle peu, mais il est là. Là-bas, j'ai passé 2 coups de fil. Un à mon avocat, un type nommé Pierre Martin qui s'était occupé de la clôture de notre maison il y a quelques années et m'avait toujours semblé malin. Le second à un garde-meuble en ville. J'avais besoin d'un endroit pour stocker les cartons de mes affaires, et je ne voulais pas que Claire sache où je les avais mis. J'avais déjà pris ma décision. Je demandais le divorce. Je savais que ça ne serait pas facile. Claire n'était pas du genre à accepter une défaite discrète. C'était le genre de femme qui n'aimait pas être vue comme moins que parfaite. Les mensonges qu'elle m'avait déjà servis prouvaient qu'elle trouverait un moyen de retourner ça en sa faveur. Et effectivement, 2 jours après avoir officiellement déposé, sa réponse est arrivée, abandon, instabilité mentale, absence émotionnelle prolongée. Elle prétendait que j'avais quitté la maison sans raison. Que j'avais montré des signes de paranoïa et de retrait émotionnel depuis plus d'1 an. Elle a même dit que j'avais crié sur elle en pleine nuit, chose qui n'était jamais arrivée. Ça ne m'a pas surpris, mais ça m'a quand même pris aux tripes. Lire les mots de sa femme, tordus en accusation, c'est comme voir quelqu'un repeindre votre vie avec des couleurs qui n'ont jamais existé. Mais je n'y allais pas sans armes. Pierre et moi avions compilé le rapport du détective. Les photos. Les horodatages. Les reçus. Les vidéos. Tout était aligné dans un petit dossier soigné. La partie la plus dure n'était pas de rassembler les preuves, c'était d'assister à sa performance une fois l'audience commencée. Claire est arrivée au tribunal impeccable, comme toujours. Blazer bien coupé, collier de perles, elle avait même amené sa mère. Elle a pleuré en décrivant notre éloignement progressif, prétendant que j'étais devenu froid, imprévisible. Sa voix se brisait pile au bon moment. Le juge hochait la tête, griffonnait sur son carnet. Son avocat, un type aux cheveux argentés nommé Dupont, suivait le mouvement. Jusqu'à ce que je prenne la parole. Je n'ai pas beaucoup parlé. Juste répondu aux questions. Quand Pierre a soumis le rapport du détective en preuve, j'ai vu Dupont remuer sur son siège. Quand la photo de Claire et Antoine à la porte de l'hôtel est apparue à l'écran, sa main a ajusté sa cravate, légèrement. Puis vint la vidéo, celle avec la bouteille de whisky. La salle était silencieuse, juste le bourdonnement du ventilateur au plafond et le clic du projecteur. Le visage de Claire a changé. Pas de la panique, exactement plus comme un calcul. Ses yeux se sont plissés. Elle ne m'a pas regardé. Elle fixait droit devant. Quand Pierre m'a demandé si je reconnaissais la bouteille qu'Antoine tenait, j'ai dit « oui ». C'était un cadeau de mon frère pour mes 35 ans. Elle a disparu du frigo du garage 3 semaines avant que la vidéo ne soit prise. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas fusillé du regard. J'ai juste dit la vérité. Dupont a commencé à transpirer. Il a trébuché sur son stylo. Quand Pierre a mentionné l'hôtel de Cesse par son nom, la main de Dupont tremblait visiblement. Il a demandé une pause peu après. Dans le couloir, je me tenais près des distributeurs pendant que Pierre prenait un appel. Dupont est sorti d'une salle de réunion, parlant à Claire à voix basse. Il avait l'air nerveux. Elle, agacée. Après l'audience ce jour-là, Pierre m'a pris à part. « Tu veux savoir un truc bizarre ?» a-t-il demandé. Toujours, j'ai répondu. Le cabinet que Claire a engagé? Elle les a déjà utilisés.
J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? Un accord de confidentialité. Il y a quelques années. Lié au travail. Quelque chose à propos d'un collègue et ce que les documents appelaient une relation romantique non résolue. Dossier scellé, bien sûr, mais j'ai vu le nom dans notre système avant. Je n'ai rien dit tout de suite. Juste resté là, à laisser ça faire son chemin. Peut-être qu'Antoine n'était pas le premier. Peut-être que ce n'était pas un nouveau comportement à juste la première fois qu'elle s'était fait prendre. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Sa facilité à mentir. La vitesse à laquelle elle changeait de sujet quand je posais des questions. Sa façon de contrôler l'histoire avant même que je dise un mot. Peut-être que j'étais dans le noir depuis plus longtemps que je ne le pensais. De retour en salle, le juge n'a pas dit grand-chose à la fin de la journée. Il a dit qu'une décision serait prise après examen des finances et des preuves. Claire gardait le menton haut, mais elle ne souriait pas. Moi non plus. Nous sommes sortis du tribunal dans des directions opposées. Elle ne s'est pas retournée. Et je n'ai pas arrêté de marcher. Je suis arrivé à la dernière audience seul. Pas de famille, pas d'amis. Je n'avais pas besoin de soutien. J'avais besoin de conclure. Claire est arrivée avec ce même manteau beige qu'elle portait toujours quand elle voulait avoir l'air irréprochable. Elle ne m'a pas regardé. Pas une fois. Sa mère était là, tenant un mouchoir qu'elle n'utilisait pas. Dupont, son avocat, avait l'air de vouloir être ailleurs. Le juge Lambert est entré, lunettes sur le bout du nez, feuilletant le dossier comme s'il avait déjà décidé. Quand il a lu le jugement, sa voix était calme mais ferme. Pas de drame. Pas de long discours. Juste les faits. La maison? À moi. Je l'avais achetée avant le mariage, et Claire n'avait contribué au prêt qu'à 2 reprises, que j'avais couverte de toute façon. Son avocat a essayé de revendiquer une part d'équité, mais le juge n'a pas suivi. Le bateau? À moi aussi. Je l'avais payé avec une prime du boulot il y a 3 ans et gardé tous les registres d'entretien. Claire détestait ce bateau. Elle l'appelait un jouet pour hommes ennuyés sans rien approuver. Mais ça ne l'empêchait pas de poster des photos dessus tout l'été, cocktail à la main, avec cet air parfaitement mis en scène comme si elle vivait un rêve. Les actions et l'épargne retraite? Intactes. Active d'avant-mariage, clairement documentée, et Pierre avait tous les papiers prêts. Claire n'a même pas levé les yeux quand cette partie a été lue. Puis vint le gros morceau. Pension alimentaire, refusée. Le juge Lambert a utilisé une phrase que je n'oublierai jamais. Il a dit que le témoignage de Claire était stratégiquement trompeur, qu'elle avait fait plusieurs déclarations sous serment incohérentes avec les preuves présentées. Il ne l'a pas traitée de menteuse directement, mais il s'en est approché. Dupont a essayé de demander une révision. Il a dit que l'affaire ne devrait pas annuler son droit à une pension. Que j'avais humilié Claire en soumettant la vidéo et en arme de surveillance. Le juge l'a coupé avec une phrase. Votre cliente a créé la situation, maître Dupont. Nous ne faisons que la reconnaître. J'ai signé les documents finaux une semaine plus tard au bureau de Pierre. En partant, il m'a tapé dans le dos et dit, coupure nette, Julien. T'as fait ce qu'il fallait. Ça ne ressemblait pas à une victoire. C'était comme sortir d'une maison incendiée avec une boîte de vieilles photos et rien d'autre. Du soulagement, bien sûr. Mais aussi cette douleur sourde dans la poitrine. Je n'avais pas juste perdu une femme, j'avais perdu la version de moi qui croyait en elle. Quelques semaines ont passé. Je restais plutôt seul. Puis un après-midi, j'ai reçu un message. Pas de nom, juste un numéro que je ne connaissais pas. Le texto était court. Elle a déjà fait ça, Julien. Juste pas aussi maladroitement. J'ai fixé le message un moment. Pensais que c'était peut-être une blague. Ou peut-être Dupont qui essayait de remuer le couteau. Mais en regardant de plus près, j'ai vu que le numéro avait un indicatif de la région de Lyon. Ça m'a pris 1 minute, mais je m'en suis souvenu. Élodie. Une des demoiselles d'honneur de Claire. Grande, cheveux bruns, elle portait une robe bleu marine et avait dansé avec mon cousin Théo à notre mariage. Elles étaient colocataires à la fac, et j'avais toujours eu l'impression qu'Élodie gardait ses distances exprès. Elle avait déménagé hors région peu après notre mariage. Je n'avais plus eu de nouvelles depuis. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin d'autre histoire. Mais je ne pouvais ignorer ce sentiment qui grandissait dans mon ventre qu'Antoine n'était peut-être pas le premier,
et que je n'avais jamais vu le reste du tableau. Peut-être que Claire avait laissé d'autres désastres derrière elle, et que j'étais juste celui qui ne l'avait pas laissé s'en tirer cette fois. Je repensais à des petites choses. Les fois où elle riait pour esquiver des questions. Changeait de sujet. Se mettait sur la défensive pour des remarques anodines. Je me souvenais avoir demandé une fois pour une vieille photo d'elle avec un type que je ne connaissais pas, et elle avait dit, « Ne déterre pas une histoire ennuyeuse. » Peut-être que ce n'était pas ennuyeux. Peut-être que c'était juste enfoui. Avec le recul, je réalise que Claire ne laissait pas de débris comme un ouragan. Non, elle était plus discrète. Comme un feu qui semble maîtrisé jusqu'à ce qu'on découvre que les poutres sont creusées derrière les murs. Quand la fumée se dissipe, tout ressemble encore à une maison. Mais ce n'en est plus une. C'est de la cendre tenue par l'habitude. Et j'avais vécu dedans pendant des années. Ça faisait 3 ans que je ne l'avais pas vue. Beaucoup de choses peuvent changer en ce temps-là. Les visages vieillissent un peu. Les habitudes changent. J'étais chez Monoprix, un samedi matin, une virée banale. J'étais au rayon poissonnerie quand je l'ai vue. Claire. Elle est sortie du rayon surgelé et est apparue comme quelqu'un qui revient dans un rêve qu'on pensait oublier. Sans maquillage, les cheveux plus courts, juste au-dessus du menton. Elle semblait plus mince, pas malade, juste usée. Son visage avait toujours cette structure qui pouvait figer une pièce ou l'illuminer selon son humeur. Mais quelque chose avait disparu. Cette netteté. Cette intensité qui faisait reculer les gens quand elle les regardait. Elle ne m'a pas vu tout de suite. J'aurais pu m'éclipser, prendre une autre allée, éviter tout ça. Mais je n'ai pas bougé. Je me suis figé. Pas par peur ou panique, juste une sorte de calme. Comme si mon corps voulait savoir ce qu'elle ferait. Puis ses yeux ont croisé les miens. Elle s'est arrêtée, là, entre 2 caddies et un présentoir de café en grains. « Julien » a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée au milieu de mon nom. La même voix, mais plus douce. Elle s'est rapprochée, comme si elle n'était pas sûre que c'était moi. Pendant une seconde, je n'ai rien dit. Je l'ai juste observé. Son manteau était élimé au poignet. Ses ongles non vernis. Elle avait l'air de quelqu'un qui essayait de tenir le coup. Elle portait le parfum. Le même. L'oud nude de Guerlain. Cette douceur profonde qui s'accrochait à ma mémoire comme une cicatrice. Dès que l'odeur m'a atteint, j'étais de retour dans notre ancienne cuisine, fixant ce flacon dans son sac, me demandant pourquoi la femme que j'aimais était devenue une étrangère. « On peut parler ?» a-t-elle demandé, ses yeux balayant autour comme si elle craignait qu'on l'entende. J'ai secoué la tête une fois. Non. Sa bouche s'est entr'ouverte, comme pour discuter, mais elle s'est retenue. Elle a fait un demi-pas de plus. « Tu me manques » a-t-elle dit, plus bas. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, je suis si seul. J'ai baissé les yeux. Sa main gauche était nue. Pas seulement sans bague, mais marquée là où il y en avait une. La peau était plus claire, une bande pâle de souvenirs autour de son doigt. Elle a croisé les bras, comme si elle avait froid. Je n'ai pas demandé comment elle allait. Pas demandé ce qui s'était passé. Pas besoin. Son visage en disait assez. Je vais bien maintenant, lui ai-je dit. Ne gâche pas ça. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai tourné les talons et me suis dirigé vers la caisse. Je sentais son regard sur moi tout le temps, mais elle n'a pas appelé. N'a pas suivi. Pas tout de suite. En arrivant aux portes, j'ai pris un sac en papier et y ai glissé mes achats. La caissière m'a fait son demi-sourire habituel. Je suis sorti dans le froid, et juste en prenant mes clés, le vent a tourné. L'odeur, encore. Le parfum. Plus léger cette fois, mais imistakable. Ce même mélange de sucre et de quelque chose de métallique dessous. Il flottait dans l'air comme un murmure derrière une porte fermée. J'ai tourné la tête légèrement et je l'ai vue, juste derrière les vitres, me regardant depuis l'intérieur. Elle n'était pas sortie. Elle était juste là, les mains dans les poches de son manteau, à moitié cachée par le reflet des lumières du parking sur la vitre. Elle ne pleurait pas. Ne faisait pas signe. Juste regardait. Attendait. Je n'ai pas fait signe non plus. Je suis monté dans mon pick-up, j'ai démarré, et je suis parti. L'odeur ne m'a pas quitté pendant des kilomètres. Elle restait sur ma veste, ou peut-être juste dans ma mémoire. J'ai baissé les vitres,
espérant que l'air froid la chasserait, mais non. Certaines choses ne s'effacent pas si facilement. Elles s'accrochent. Elles s'installent dans votre poitrine, derrière vos côtes, comme une chanson qu'on n'arrête pas de fredonner même si on n'aime pas la mélodie. Je ne me suis pas retourné. Et je ne me suis pas demandé ce qu'elle aurait dit si j'étais resté. Peu importe ce que c'était, ça n'avait plus d'importance. Est-ce que je regrette? Non. Ni d'être parti. Ni d'être resté silencieux. Ni d'être sorti sans crier ou exiger une explication que j'avais déjà en main. Claire pensait qu'elle pouvait me devancer. Pensait qu'en restant calme, en jouant son rôle à la perfection, elle pouvait se sortir de n'importe quoi. Elle était habituée à ce qu'on écoute sa version des choses. À faire changer d'avis. À tordre l'histoire jusqu'à ce que même la vérité s'assoie, étourdie. Tout ce qui a suivi chaque déjeuner tardif, chaque mensonge, chaque insulte discrète déguisée en plaisanterie, tout ça a grandi à partir de cette première fissure. Et une fois qu'on voit la fissure, on ne peut plus l'ignorer. Depuis, je reste discret. Je ne cherche pas de nouveaux drames. Je passe du temps au lac. Je me suis remis au travail du bois. Je fais des étagères, surtout. Une pour le garage. Une pour la buanderie. Je ne les vends pas. J'aime juste voir quelque chose passer d'un tas de planches à quelque chose d'utile. De solide. On me demande parfois si je vais sortir avec quelqu'un d'autre. Peut-être. Peut-être pas. Je ne suis pas contre. Mais j'ai appris à apprécier le calme. J'ai appris que la paix, la vraie, est différente du confort. Elle n'a pas besoin de bruit. Pas besoin de validation. Elle est, c'est tout. Et le silence, j'ai appris, peut être la réponse la plus forte qu'on puisse donner. Certaines histoires n'ont pas besoin d'épilogue. Juste d'une fin. Et c'était la mienne. Silencieuse. Simple. Honnête. Comme ça aurait dû l'être dès le début. Partagez votre opinion dans les commentaires, pensez-vous que le silence est plus efficace que la confrontation dans ce genre de situation? Pourquoi? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».